Le champagne était déjà frais lorsque Richard Perrier m'a pris à part lors de sa soirée du réveillon du Nouvel An, sans un sourire ni m'offrir un verre, il m'a regardé avec ses yeux gris et froids pour prononcer les mots qui allaient tout changer, « Thomas. Nous devons parler de ton avenir chez Industrie Perrier, ou plutôt de ton absence d'avenir. Je m'appelle Thomas Hébert, j'ai 47 ans et jusqu'à cet instant, je pensais avoir tout réussi, car pendant 13 ans, j'avais travaillé dans l'entreprise manufacturière de mon beau-père, commençant comme responsable des opérations juniors pour finir vice-président senior, donnant tout à cette boîte. Mes week-ends, mes vacances et du temps avec ma fille que je ne rattraperai jamais, tout cela parce que Richard Perrier m'avait promis que la loyauté signifiait quelque chose dans son monde. La fête battait son plein derrière nous, ma femme Diane riait avec sa mère près du buffet, ma fille de 12 ans Emma jouait avec ses cousins dans le salon, et tout le monde célébrait l'arrivée de la nouvelle année en ignorant totalement que la mienne touchait à sa fin. Comment ça, mon absence d'avenir, ai-je demandé en gardant une voix basse alors que nous étions dans son bureau personnel, loin du bruit et des gens qui croyaient encore à une simple réunion de famille. Richard s'est appuyé contre son bureau en acajou, celui que je l'avais aidé à choisir il y a 5 ans lors de la rénovation, et m'a lâché, « Tu as 47 ans Thomas, ce n'est pas vieux pour un homme mais c'est vieux pour cette industrie, nous avons besoin de sang neuf. D'esprits plus jeunes qui comprennent où va la technologie. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine et j'ai répliqué, « Richard, je suis avec vous depuis 13 ans, j'ai augmenté l'efficacité de la production de 40%, j'ai décroché des contrats valant des millions. » Il m'a coupé la parole en disant que l'affaire Santiago datait d'il y a 2 ans et m'a demandé ce que j'avais fait récemment et surtout ce que je pouvais faire pour les 20 prochaines années, car c'était ce à quoi il devait penser pour l'avenir de l'entreprise. Le pire était sa désinvolture, comme s'il discutait de la météo au lieu de détruire ma carrière, comme si 13 ans de dévouement n'étaient rien de plus qu'une garantie expirée. « Vous me virez » ai-je dit avec un goût de cendre dans la bouche, ce à quoi il a répondu qu'il restructurait, mais son ton indiquait clairement que c'était du jargon d'entreprise pour la même chose, m'annonçant que Brice Charpentier prenait mon poste. Un type de 29 ans avec un MBA d'HEC qui apportait une énergie dont l'entreprise avait désespérément besoin. Je connaissais Brice, jeune, ambitieux, le genre de gars qui portait des costumes hors de prix et parlait de disruption comme d'une religion, embauché 6 mois plus tôt comme consultant et que j'avais même mentoré. Richard m'a informé que le 15 janvier serait mon dernier jour, avec une indemnité de départ de 6 mois de salaire et une mutuelle d'1 an, qualifiant cela de plus que généreux. 6 mois de salaire après 13 ans de service, la rage qui montait en moi rendait ma respiration difficile et j'ai demandé si Diane était au courant, ce à quoi il a répondu pas encore, je pensais que tu voudrais lui dire toi-même après la fête, pas besoin de gâcher le réveillon de tout le monde. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une décision commerciale mais personnelle, car Richard n'avait jamais pensé que j'étais assez bien pour sa fille, ne croyant jamais qu'un gamin d'un quartier ouvrier de la banlieue lilloise méritait de faire partie de la famille Perrier. Et maintenant qu'il avait tiré 13 ans de travail de moi, il en avait fini. Je suis sorti de ce bureau et suis resté dans le couloir à écouter les bruits de la fête filtrant à travers les murs, les rires, la musique, les gens portant un toast au nouveau départ alors que mon monde s'effondrait. Diane regardait son téléphone près du buffet en souriant, Emma jouait une mélodie au piano avec un doigt, le visage froncé par la concentration, et j'ai pris une décision à ce moment précis, pas la décision intelligente ni pratique, mais la seule qui semblait honnête, je suis parti. Je suis passé devant la fête, j'ai attrapé mon manteau dans le placard de l'entrée et j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, l'horloge du tableau de bord indiquant 22h47, ce qui signifiait que dans 1h13 minutes, tout le monde ferait le décompte vers la nouvelle année. S'embrasserait et prendrait de bonnes résolutions, tandis que moi je ferais mes valises. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, si elle vous fait réfléchir sur la loyauté, la famille est ce qui compte vraiment quand les gens en qui vous avez confiance vous trahissent, s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a laissé tomber, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo car votre soutien signifie tout et m'aide à continuer à partager ces histoires puissantes. La maison était silencieuse quand je suis rentré, trop silencieuse, je me suis tenu dans le salon où Diane et moi avions organisé nos propres fêtes de réveillon pendant des années, où Emma avait fait ses premiers pas, où nous avions construit ce que je pensais être une vraie vie ensemble. J'ai pris 2 valises dans le garage et j'ai commencé à emballer des vêtements, des affaires de toilette, les quelques objets personnels qui comptaient vraiment pour moi comme la photo de mes parents décédés à 6 mois d'intervalle il y a 3 ans. La montre à gousset que mon grand-père m'avait donnée à la fin de mes études, et la couverture de bébé d'Emma que je gardais dans mon tiroir de bureau. J'avais presque fini quand j'ai entendu la voiture de Diane dans l'allée, la porte d'entrée s'est ouverte et sa voix a retenti, aiguë de colère, demandant ce que je foutais à partir de la fête comme ça et si j'avais une idée de l'embarras causé.
Je suis sorti de la chambre avec ma valise, Diane se tenait dans le couloir dans sa robe de créateur, le visage rouge de champagne et de rage, et je lui ai dit simplement, « Ton père m'a viré ». Elle a cligné des yeux, j'ai expliqué que ce soir, avant les toasts, il m'avait remplacé par Brice Charpentier car j'étais apparemment trop vieux et plus utile. L'expression de Diane a changé, non pas pour le choc ou l'indignation en mon nom, mais par calcul, comme si elle essayait de comprendre comment cela l'affecterait, suggérant qu'il y avait un malentendu. Mais je lui ai confirmé que le 15 janvier était mon dernier jour avec 6 mois d'indemnité et une poignée de main. Elle a alors suggéré que si j'avais été plus proactif avec les nouvelles technologies, peut-être que son père n'aurait pas agi ainsi, mentionnant les idées de Brice sur l'automatisation et l'IA. Je l'ai arrêté net en lui disant de ne pas le défendre, de ne pas insinuer que je n'étais pas assez bon alors que j'avais tout donné à cette entreprise. Elle a demandé ce que je faisais avec mes valises et où je pensais aller, j'ai admis que je ne savais pas mais que je ne restais pas ici, pas dans cette maison achetée par son père, pas dans cette vie où je n'avais de valeur que tant que j'étais utile à l'Empire Perrier. Les yeux de Diane sont devenus froids, elle m'a traité de ridicule alors qu'il était presque minuit, me demandant si j'avais pensé à Emma qui était toujours chez ses grands-parents avec ses cousins. J'ai dit qu'elle serait bien là-bas ce soir, de lui dire que je l'aimais et que je l'appellerais demain. Diane a menacé de divorcer si je franchissais cette porte, et j'ai répondu que sa famille m'avait déjà jeté, alors qu'est-ce qu'il restait? J'ai pris mes valises et je suis passé devant elle sans qu'elle essaie de m'arrêter, elle est juste restée là avec sa coupe de champagne, me regardant partir comme un étranger. Il était 23h38 quand j'ai commencé à conduire sans destination, regardant les rues de notre banlieue pavillonnaire céder la place à l'autoroute puis à la vieille ville où la gare routière trônait comme un vestige d'une autre époque. Je me suis garé sur le parking presque vide, regardant les quelques voyageurs à l'intérieur, des gens avec des plans et des destinations alors que je n'avais rien, juste mes valises et une rage qui se transformait lentement en chagrin ou en épuisement. Minuit a sonné pendant que j'étais assis là, quelque part des gens s'embrassaient, quelque part ma fille regardait le compte à rebours, quelque part Diane racontait à sa famille que j'étais devenu fou. Je suis entré dans la gare routière, le guichet était tenu par un jeune homme ennuyé, derrière lui un panneau listait des villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg. J'ai demandé un billet pour n'importe où, il m'a regardé comme un fou, alors j'ai choisi Lyon, allez simple, le billet coûtait 127 € et le car partait à 2h15 du matin. J'avais 2 heures à tuer dans une gare routière le soir du Nouvel An, regardant des gens ivres trébucher et des familles se réunir, tandis que ma vie s'effondrait. Je me suis assis sur un siège en plastique dur et j'ai sorti mon téléphone, 43 messages, la plupart de Diane allant de la colère au désespoir, 3 de sa mère, 2 d'Emma envoyés avant minuit disant au papa t'es où, et bonne année papa. Je ne pouvais répondre à aucun d'eux, qu'aurais-je pu dire? Que son grand-père m'avait jeté comme une ordure? Une jeune femme d'environ 28 ou 29 ans s'est approchée, brune, queue de cheval, portant une sacoche et un café, habillée comme si elle sortait du bureau. Je lui ai dit que j'allais bien mais ma voix s'est brisée, elle s'est assise à côté de moi et m'a dit que je ressemblais à quelqu'un qui venait de passer la pire nuit de sa vie. Sa franchise a fait tomber mes barrières, j'ai tout déballé, mon beau-père qui me vire après 13 ans le soir du réveillon, me remplaçant par un jeune de 29 ans, ma femme qui prend son parti. Elle a hoché la tête avec compassion, a demandé où le billet m'emmenait, j'ai dit Lyon ou peut-être nulle part. Après un silence, elle a passé un appel en disant au papa, je l'ai trouvé, me regardant droit dans les yeux et confirmant à son interlocuteur que j'étais à la gare routière prêt à gâcher 13 ans d'expérience. J'ai demandé qui elle était, elle a levé un doigt pour finir son appel, a raccroché et s'est présentée, je m'appelle Victoire Armand, mon père est Jacques Armand, il dirige Armand Solutions Industrielles. Le nom m'a frappé de plein fouet, c'était l'un des plus grands cabinets de conseil industriel du pays, spécialisé dans le redressement d'entreprises en faillite. J'ai demandé pourquoi elle était là, elle a répondu que son père l'avait envoyé trouver quelqu'un de spécifique, quelqu'un qui avait augmenté la production de 40% chez Perrier et décroché le contrat Santiago. J'étais abasourdi, elle a expliqué que son père m'observait depuis 2 ans, attendant le jour où Richard Perrier serait assez bête pour me laisser partir, et voyant la liste des invités et les rumeurs, elle savait que c'était ce soir. Victoire s'est levée et m'a tendu la main en disant que son père voulait me rencontrer et que son offre valait mieux qu'un ticket de bus et des regrets. J'ai regardé sa main, le panneau des départs, puis elle, et bien que ma raison hurlait à la folie, cette même raison m'avait valu d'être jeté après 13 ans de loyauté, alors j'ai demandé ce que son père voulait. Vous offrir un travail et vous montrer votre vraie valeur, a-t-elle dit. J'ai pris sa main, laissant le billet pour Lyon sur le siège, réalisant que certaines fins sont des débuts déguisés. Nous avons roulé dans la Tesla de Victoire à travers les rues calmes,
Elle conduisait avec confiance vers le quartier d'affaires, et j'ai fini par demander pourquoi moi? Il y a des plus jeunes avec de meilleurs diplômes. Elle a répondu que son père disait que les diplômés d'école de commerce connaissent la théorie mais pas la réalité du terrain à 3 heures du matin quand une ligne de production bloque. Elle a ajouté que Perrier était un idiot qui avait hérité de son entreprise, alors que les vrais leaders reconnaissent l'expérience et la sagesse. Nous sommes arrivés dans le parking souterrain d'une tour illuminée même à 1 heure du matin, l'ascenseur nous a menés au 27e étage dans une réception qui respirait le succès discret et confiant. Jacques Armand se tenait près des fenêtres, un homme de 65 ans aux cheveux argentés avec une présence imposante, il m'a serré la main fermement et j'ai senti ses callosités, preuve qu'il connaissait le vrai travail. Il m'a invité à m'asseoir, m'expliquant qu'il suivait ma carrière depuis que j'avais redressé l'usine Perrier en Lorraine, un projet où j'avais vécu 6 mois dans un motel pour sauver 53 emplois. Il a souligné que je n'avais pas seulement sauvé l'usine mais changé son fonctionnement en écoutant les ouvriers, ce qui était rare. Il a aussi mentionné ma gestion du contrat Santiago où j'avais vendu des relations et non juste des produits. Il m'a alors proposé de diriger sa division des opérations avec une autonomie totale, un salaire à 6 chiffres, des primes de performance et des parts dans l'entreprise, pour superviser 12 directeurs régionaux et 500 millions d'euros d'opérations annuelles. C'était plus que ce que je gagnais chez Perrier, et quand j'ai objecté que je n'avais pas de MBA, il a rétorqué que j'avais 13 ans d'expérience réelle et de l'intégrité, citant un rapport de 40 pages où j'avais crédité les ouvriers au lieu de m'attribuer le mérite. Il m'a expliqué que le travail consistait à réparer des entreprises en faillite, un travail à haute pression mais qui avait du sens. Je commencerai le 2 janvier, avec de la flexibilité pour ma fille Emma dont il connaissait le nom et l'âge, ce qui montrait son sérieux. Il m'a assuré que ce n'était pas trop beau pour être vrai, juste la reconnaissance de ma valeur. J'ai demandé s'il y aurait conflit d'intérêts avec Industrie Perrier, il a ri en disant qu'il ne faisait pas affaire avec des hommes comme Richard qui cassaient les prix, et que c'était l'occasion de lui donner une leçon tout en me donnant la carrière que je méritais. Victoire est revenue avec un contrat, le salaire était énorme, les parts valaient des millions. J'ai demandé pourquoi Victoire, il a dit qu'elle avait un bon instinct et qu'il voulait montrer que son entreprise valorisait la famille et le mérite. J'ai accepté, Jacques m'a souhaité la bienvenue chez Armand Solutions Industrielles, début demain 9h. Victoire m'a conduit à un appart-hôtel payé par l'entreprise, me disant que le job serait dur, que je ferais face à de la résistance, mais qu'elle savait que je pouvais le faire car elle avait lu mes évaluations. Seul dans la chambre, j'ai appelé Diane qui a décroché immédiatement, furieuse. J'ai demandé à parler à Emma, elle dormait, j'ai dit que je la prendrais demain pour une pizza. Diane m'a accusé de faire une crise de la quarantaine, j'ai répondu que je prenais un nouveau travail où l'on reconnaissait ma valeur, que je respectais enfin assez ma personne pour partir, et qu'Emma avait besoin d'un père qui ne se laisse pas traiter comme un jetable. J'ai raccroché, éteint mon téléphone et dormi sans ce poids sur la poitrine pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, 1er janvier, je me suis levé à 6 heures par habitude, j'ai mis un costume et j'ai vu un homme différent dans le miroir, plus léger. J'ai appelé Emma directement, elle était inquiète, croyant que j'avais démissionné et que je partais, je l'ai rassurée en disant que papy Richard m'avait viré mais que j'avais un meilleur travail et que je ne partais pas sans elle. J'ai appelé mon avocat, Maître Crosnier, pour gérer le divorce et blinder mes indemnités de départ. À midi, je suis allé chercher Emma, Diane voulait parler mais j'ai refusé, la renvoyant vers l'avocat, affirmant que j'étais enfin honnête sur ce que je méritais. Emma m'a serré dans ses bras, et dans la voiture, elle m'a demandé si c'était à cause de ce que papy Richard avait dit, car elle avait entendu sa mère et sa grand-mère en parler. Je lui ai dit de se souvenir que quand quelqu'un vous traite mal en disant que ce n'est pas personnel, il ment, et qu'il faut partir trouver des gens qui voient votre valeur. Autour d'une pizza, je lui ai tout raconté sur Jacques et Victoire, et elle a souri en disant qu'elle aimait quand j'étais là. Ce soir-là, Emma s'est endormie à l'hôtel pendant que je lisais mon contrat, Victoire m'a envoyé un texto d'encouragement, et j'ai répondu en remerciant son père. Le lendemain, j'ai déposé Emma et suis allé au bureau, l'ambiance était studieuse, Victoire m'a présenté à l'équipe, tous jeunes et talentueux, sans politique de bureau. Mon bureau était immense, et Jacques a organisé une réunion immédiate pour que je présente ma philosophie. Devant 23 personnes sceptiques, j'ai expliqué qu'on ne répare pas une usine depuis une salle de réunion mais depuis le terrain, en écoutant ceux qui font le travail. Les questions ont fusé, j'ai tenu bon, et Jacques m'a confié ma première mission, l'usine de Valenciennes qui perdait 200 000 € par mois, avec 90 jours pour la redresser. Je partais le lendemain matin à 6 heures. J'ai appelé Emma pour lui dire que j'allais réparer des choses cassées, et elle m'a dit qu'elle était fière de moi.
L'usine de Valenciennes était un désastre, mais avec Victoire, nous avons passé 3 jours à écouter les ouvriers, ce que personne n'avait fait avant. Nous avons appliqué leurs solutions, travaillant sur le terrain le jour et compilant les notes le soir. En 30 jours, les pertes ont baissé, en 60 jours nous étions à l'équilibre, en 90 jours l'usine était rentable. Jacques est venu, a validé le succès et a souligné mon leadership. 6 mois plus tard, Brice m'a appelé, paniqué, car l'usine de Lorraine échouait à nouveau, l'efficacité chutant de 22%. Il avait envoyé des sondages au lieu d'aller sur place. Je lui ai conseillé d'écouter les gens qui font le travail et j'ai raccroché, ressentant de la tristesse pour Industrie Perrier. 1 an après mon départ, j'ai été promu vice-président exécutif, supervisant 47 usines, Emma passait ses week-ends avec moi dans ma nouvelle maison, Diane s'était remariée. Industrie Perrier a commencé à perdre des contrats majeurs, Brice a démissionné, et un mardi, Victoire m'a montré un article annonçant qu'Industrie Perrier déposait le bilan. Richard démissionnait. Victoire m'a suggéré de racheter l'entreprise pour sauver les 300 emplois, son père avait déjà fait les calculs, c'était possible pour 15 millions d'euros. 3 semaines plus tard, je suis entré dans le bureau de Richard en tant que nouveau PDG. Il était effondré, pensant que je venais pour me vanter, mais je lui ai dit que je venais pour sauver les emplois et l'entreprise qui avait encore de la valeur. Il a admis qu'il avait eu tort, nous nous sommes serrés la main. J'ai appelé Victoire pour mettre l'équipe au travail. En 18 mois, nous avons redressé Industrie Perrier en écoutant les ouvriers. Emma, maintenant âgée de 14 ans, venait au bureau et apprenait le métier. Un jour, elle a demandé pourquoi son grand-père n'avait pas pu faire ça, j'ai répondu qu'il avait hérité de l'entreprise sans jamais apprendre que le respect se gagne. Lors d'une réunion de famille chez Armand Solutions, Jacques a annoncé des résultats records et m'a crédité de ce succès, annonçant sa retraite dans 2 ans avec Victoire comme PDG et moi comme président et directeur des opérations. J'ai accepté, réalisant que le moment à la gare routière n'était pas une fin mais un début. Je m'appelle Thomas Hébert, j'ai 50 ans, je suis président d'Armand Solutions et PDG d'Industrie Perrier, père d'une fille incroyable. Il y a 3 ans, je pensais que ma vie était finie, alors qu'elle ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a rappelé que votre valeur ne dépend pas de ceux qui ne la voient pas, partagez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur. Merci de m'avoir regardé et rappelez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux, jamais trop brisé pour recommencer et construire quelque chose de mieux.